Cette séance de prise de contact va être un peu particulière. Pourquoi? Parce que j'espère que je ne vais pas faire d'erreur, parce que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas utilisé cette plateforme depuis septembre passé, quand il y avait les PFE. Et par le passé, j'ai travaillé beaucoup plus avec la plateforme Webex pendant 2 années, qui était très très bien. Mais la plateforme Webex était payante. Donc l'université a arrêté de payer. Donc on a été un petit peu, on était obligé d'utiliser cette plateforme, qui n'est pas mal d'ailleurs. Alors la dernière fois, c'est-à-dire la semaine passée, j'ai fait une erreur. Laquelle? C'est-à-dire, je vous ai envoyé le code dès que je suis rentré dans la plateforme, j'ai commencé par vous envoyer le code. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait des essais. Et j'avais peur en faisant des essais, d'entrer dans la plateforme, ressortir, et je ne savais pas si la plateforme allait annuler le code. Alors, donc, je me suis dit, vaut mieux ne toucher à rien. J'ai envoyé le code, laissé comme ça. Et donc, c'est-à-dire, ce n'est que maintenant que je vais utiliser donc avec vous un petit peu, reprendre un petit peu les automatismes d'utilisation de cette plateforme. Donc, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Voilà. Déjà, il y a une chose qui ne me plaît pas et qui n'existait pas dans le Webex, c'est que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut entrer, donc il faut que je lui donne l'autorisation. C'est un petit peu idiot. Vous avez le code. Hein? Dans la plateforme Webex, il n'y avait pas ce problème-là. Les étudiants avaient le code, donc avec le code, ils rentrent directement. D'accord? Là, je suis obligé donc de valider sa demande d'entrée. Et ce qui me gêne, c'est que si je fais apparaître donc le document, je ne vois pas mais j'entends un son, donc on va voir si. Donc normalement, peut-être qu'il n'y aura pas de problème. Hein. Donc si je fais apparaître donc le document, donc je vois pas un petit peu comment dirais-je, le logo de demande d'entrée voilà. Donc il y a un étudiant qui demande d'entrer, voilà. Et donc c'est un peu idiot ça. Hein. Donc je vais d'ici la semaine prochaine, je vais essayer de trouver une solution à ce problème-là. Voilà. Donc, cela étant, donc je vais commencer donc à vous parler un petit peu de cette matière. Alors donc, pourquoi j'ai dit tout à l'heure c'est une séance de prise de contact, parce que je vous ai pas envoyé les documents, donc les documents nécessaires, parce qu'en général quand je travaille, j'envoie en PDF à l'avance donc les documents de la séance. Donc je vous laisse, donc vous avez un certain temps au cours de la semaine, vous essayez de regarder un petit peu les documents, de sorte que le samedi, donc on essaie de discuter un petit peu par rapport aux documents qui ont été envoyés. Donc pour cette séance, ça n'a pas été le cas, mais le cas cela me tient puisque c'est une première séance. Donc la première séance, je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'intérêt de cette matière et de vous donner un petit peu, grosso modo, le programme. Bon, comme vous savez, c'est une matière de découverte, mais attention, cette matière-là est très très importante. Hein. Donc, la compatibilité électromagnétique, c'est une spécialité qui est vraiment d'avant-garde. Bon, chez nous, je ne sais pas, elle n'est pas. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte que c'est une matière importante, mais à l'étranger, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis et dans les pays développés, c'est une matière qui est importante. Pourquoi? Parce qu'un ingénieur, et c'est une matière qui, je ne dis pas qui est récente, parce qu'elle date de quand même, peut-être récente chez nous, hein, mais ailleurs, dans les pays développés, c'est une matière qui n'est pas récente, mais qui est très importante. Pourquoi elle est très importante? D'abord, la compatibilité électromagnétique, c'est quoi? Hein? Alors, la compatibilité électromagnétique, surtout depuis l'avènement des dispositifs, des systèmes sans fil, elle est devenue très, très importante. Hein? Compatibilité, le mot compatible en France veut dire que normalement, quand il y a deux systèmes, ils doivent pas se gêner mutuellement, d'accord? Et justement, depuis l'utilisation des systèmes sans fil, on a vu apparaître beaucoup de problèmes.
Même en aéronautique, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des crashs d'avions à cause de ces problèmes-là. C'est-à-dire la compatibilité électromagnétique, je vais vous résumer par un mot, mais vous allez avoir toutes ces informations. Ces informations, je vais les envoyer rapidement cette semaine, en début de semaine. Donc, la compatibilité électromagnétique, c'est résoudre les problèmes de bon voisinage entre deux systèmes. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'ils se gênent. Déjà, nous, depuis l'avènement du sans fil à la maison, par exemple, quand il y a deux éléments d'une famille qui utilisent un smartphone, ils veulent l'utiliser sans être gênés mutuellement, ne serait-ce que par le son. Mais là, c'est plus que par le son, c'est-à-dire par le rayonnement électromagnétique, etc. Donc, c'est tous ces problèmes-là et qui sont très importants. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Actuellement, depuis un certain temps, quand on essaie de fabriquer n'importe quel système, ce système, avant d'être commercialisé, il doit avoir donc l'autorisation d'après les règles de la compatibilité électromagnétique. Donc, il y a les règles les plus importantes sont les règles qui existent actuellement donc, en Europe et aux États-Unis et qui sont mises à jour tous les 5 ans ou tous les 6 ans, peut-être même tous les 10 ans, mais peut-être un peu moins. D'accord, par rapport à l'avancée un petit peu scientifique. D'accord. Alors donc, la compatibilité électromagnétique, donc, c'est toutes ces règles de bon voisinage. Et lorsqu'on fait la conception et la réalisation d'un prototype avant sa commercialisation, ce système-là doit être testé. Et testé donc, comment dirais-je, avec rigueur pour savoir que cet appareil-là ne va pas nuire, ne va pas porter préjudice à soit d'autres appareils ou à des êtres vivants, que ce soit donc en biologie, ou dans l'aspect biologie, ou même dans les êtres vivants. Alors donc, voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous disais tout à l'heure, un ingénieur actuellement donc en compatibilité électronique, c'est un ingénieur qui doit connaître beaucoup de domaines je dirais de l'électronique, pas uniquement en électromagnétisme, parce que pour tester un appareil, il est, comment dirais-je, il a été fabriqué, non pas uniquement au vu d'un domaine, mais au vu de plusieurs domaines. Par exemple, l'automatique, le filtrage, le rayonnement, donc tout ce qui est électromagnétique. Électromagnétique, donc ça dépend les bandes de fréquences, les hyperfréquences, les hautes fréquences, le filtrage, tout ce qui est électronique, comment dirais-je, même en électrotechnique, d'accord. Alors donc ça veut dire que un ingénieur en compatibilité électronique doit avoir comment dirais-je, une formation qui est assez large. C'est pour ça que cette formation, premièrement, n'est pas facile. Donc, elle requiert donc de la part de cet ingénieur une vision globale de la technologie. D'accord. C'est pour ça que c'est une branche qui est quand même très très importante. D'accord. Bon, je vous dis ça parce que une anecdote. Il m'est arrivé une fois, ça fait 3 ans de cela ou 4 ans de cela, il y a un étudiant qui avait terminé avec nous en master et il devait aller faire soit un master ou carrément s'inscrire, mais c'est pas le doctorat, je crois que c'est pour s'inscrire en master en France. Et puis il avait on lui a proposé donc cette branche, la compatibilité électromagnétique. Il est venu me demander, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, moi, j'enseignais pas ce cours-là. Alors, il m'avait dit, est-ce que c'est intéressant, etc. Je lui avais expliqué, je lui ai dit, au contraire, c'est une branche qui est très, très, très importante, très intéressante. D'accord. Alors, voilà, donc, une chose à dire aussi tout à fait au début, c'est bon de le connaître dès maintenant. Vous allez voir que nous avons deux, c'est-à-dire, bon, bien sûr, dans mon cours, avant d'entrer, parce que vous voyez ici, je fais apparaître pour vous expliquer aujourd'hui, donc, le document. Voilà, ça c'est le document essentiel, c'est un fascicule que je vais vous envoyer.
Donc, le fascicule là, ouais, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Donc, rapidement, donc, je vais vous. Donc, vous voyez, donc, le fascicule qu'on va utiliser, c'est celui-là. Donc, il y a le sommaire et tout. Ouais, rapidement. Donc, il y a c'est-à-dire, c'est un bon résumé de ce qu'on va faire au cours, Inch'Allah, de ce semestre. Donc, vous allez commencer à le voir. Mais bien sûr, ce fascicule-là, on va le résumer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tenu, comment dirais-je, de l'apprendre. Non, au contraire. Donc, il faut essayer de retenir l'essentiel. Et moi, au cours de ce cours, je vais vous guider en essayant donc de parcourir donc ce document et surtout les aspects les plus importants. D'accord? Donc, ça, je vais vous l'envoyer donc rapidement ces jours-ci, donc avant la fin de la semaine. Mais avant de faire ça, je vais vous faire des rappels. Donc, on va essayer de. Je vais revenir ici. Allez, allez. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je vais vous faire donc des rappels. Par exemple, ici, un rappel qui est très très important et qui est, comment dirais-je, un prérequis pour la compréhension de ce qui va venir. Hein, de ce qui va venir. Alors, je m'explique. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que dans la compatibilité électromagnétique, nous allons trouver comment dirais-je, deux aspects, hein, deux possibilités. Soit le conduit, soit le rayonné. Le conduit, c'est-à-dire tout ce qui est câblé. Hein. Et justement, il y a comment dirais-je, des entreprises ou comment dirais-je, des systèmes où on est obligé d'utiliser le câblé. Je vous donne un exemple. Par exemple, la structure d'alimentation en électricité de sonel-gaz. Donc, vous voyez, donc c'est un bâtiment, sonel-gaz. Elle fait donc tout comment dirais-je, tout un système de circuit d'alimentation de tous les appartements, par exemple, d'un immeuble pour leur faire parvenir donc le fameux donc 220 volts. Hein, d'accord? Et donc, vous voyez, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les locataires d'un immeuble sont reliés par câble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a un parasite au niveau, par exemple, de la tension ou du courant. Et donc là, je vais revenir un petit peu sur ces aspects-là qui sont très importants, bien connaître un petit peu ce qu'est un courant et ce qu'est une tension. Pas uniquement au sens un petit peu au sens mathématique, non, au sens physique, c'est-à-dire les répercussions, les problèmes que, je veux dire par là, les problèmes que peut poser un courant et les problèmes que peut poser une tension, c'est-à-dire au sens parasite, hein, d'accord? Donc, vous voyez, ils sont donc reliés. Donc, les locataires d'un bâtiment sont reliés par tout ce dispositif. Il suffit qu'il y ait donc un élément parasite au niveau de la tension du courant chez un locataire parce qu'il a fait une erreur. Ça peut arriver chez les autres, d'accord? Mais ça peut arriver chez les autres si on ne fait pas attention, si on ne prend pas des précautions. Donc, ça, c'est le conduit, hein, c'est le câblage. Mais le plus important, vous allez voir, le plus important de nos jours, hein, avec l'avancée technologique, l'avancée de la science et surtout l'utilisation. Vous avez remarqué, maintenant, on utilise beaucoup le Wi-Fi, hein, la connexion, etc. C'est le rayonné. Le rayonné qui pose beaucoup de problèmes, même au niveau santé. Hein. Donc, le rayonné, donc, on doit faire attention que ce rayonné-là ne porte pas préjudice, c'est-à-dire ne fasse pas du mal à des êtres vivants ou même à des systèmes. D'accord? Donc, vous voyez, c'est à ça que sert la compatibilité électromagnétique. Compatible, ça veut dire que les appareils doivent coexister dans un bon voisinage, c'est-à-dire je ne te gêne pas et ne me gêne pas. D'accord? Alors, les définitions, vous allez les avoir. Donc, vous voyez, donc je disais le rayonné. Et le rayonné, quand on parle de rayonné, il y a un aspect d'antenne. Il y a un aspect de mode de propagation que vous devez connaître. Hein? Ça va revenir. Donc, avant de nous lancer dans le vif du sujet de la compatibilité électromagnétique, nous allons consacrer donc la séance prochaine, Inch'Allah. Donc la séance d'aujourd'hui, je commence par vous donner quelques indications, mais vous n'avez pas eu donc la documentation, vous allez la voir. Donc je vais vous donner quand même une idée un petit peu
qui va vous permettre de comprendre. Vous allez voir que quand on va parcourir avec le fascicule, dans la compatibilité électromagnétique, il y a un aspect qui va revenir souvent, c'est l'onde plane. L'onde plane dans le rayonnement. Parce que, pourquoi je dis ça? Je sais, vous êtes en instrumentation. En instrumentation, vous avez fait un peu d'électromagnétisme, certes, mais vous avez peut-être eu moins d'informations de ce côté-là que, par exemple, les étudiants de Master Télécom. Et pour eux, il y a moins de problèmes. Alors pour vous, donc, heureusement que vous avez vu donc, un peu d'électromagnétisme, donc ça va vous faciliter un petit peu de comprendre un petit peu ce rappel concernant l'onde plane. L'onde plane qui est qui est en fait un mot TEM. TEM, transverse électrique magnétique. Ça veut dire que le champ électrique et le champ magnétique ont une direction transverse. Donc c'est transverse à la direction de propagation de l'onde électromagnétique. Donc ça, je vais revenir sur ça avec documents et vous allez apprécier parce que c'est important, même en instrumentation, vous êtes, comment dirais-je, il est intéressant et il est important d'avoir donc ces notions de base, hein. C'est-à-dire, bon, c'est évident, je ne vais pas entrer dans les considérations mathématiques, non, hein, je ne vais pas vous donner tous ces détails-là, non, je vais entrer un petit peu dans les aspects physiques des choses, d'accord? C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui est important pour vous. Voilà. Donc voilà. Je vais commencer donc par faire ce rappel-là. Et certainement, je vais y revenir donc la semaine prochaine parce que là, je vais l'aborder donc un petit peu en général. Et vous serez peut-être mieux placé pour le comprendre parce que vous aurez eu la documentation. Alors donc, voilà. Donc, on va voir donc ici ce document. Alors, voilà. Alors, vous voyez donc, rappel. D'abord, une question. Est-ce que vous voyez le document apparaître sur vos écrans? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on peut travailler. Donc, pour le moment, ça va, ça se passe bien. Il n'y a pas eu de problème. Alors, rappel de notions importantes dans la transmission des signaux électromagnétiques. Donc, il est important de connaître ça. Alors, donc, on a les principaux modes de propagation. Alors, regardez, je vais revenir à la fin. L'onde plane, voilà, je vais l'expliquer tout à l'heure. Tout à l'heure, grâce à ce schéma-là qui est vraiment très explicite. Hein. Mais je vais aller un petit peu à la fin. À la fin, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je suis en train de vous expliquer ça qui est très important. Alors, vous voyez donc, je fais apparaître ce qu'on voit ici, c'est une antenne. C'est une antenne cornée. C'est l'antenne cornée qu'on retrouve dans la parabole. Hein. Vous voyez, donc là, il y a la tête hyperfréquence. La tête hyperfréquence, elle est lâche parce qu'il y a un cornet. Oui. S'il y a des questions, vous pouvez me couper, il n'y a pas de problème. Hein. OK. Donc, s'il y a un problème, s'il y a une coupure Internet ou s'il y a une question, donc comme je vous fais court, hein, vous avez l'alternative de me couper, il n'y a aucun problème. Hein. Si vous ne comprenez pas un mot, si vous ne comprenez pas un mot qui, par exemple, même le langage en français, hein, il n'y a aucun problème. Galchir, je n'ai pas compris la signification de ce mot, etc. Bon, l'intérêt, c'est que vous compreniez, hein, d'accord? Donc, il n'y a aucun problème en ce qui me concerne. Vous pouvez me couper à n'importe quel moment, d'accord? Donc, vous voyez, on fait apparaître ici une antenne. Donc, ça, c'est une antenne cornée qu'on retrouve dans la parabole, là où il y a la tête hyperfréquence. Alors, pourquoi c'est un cornet? Justement, c'est pour adapter la sortie des ondes guidées en espace libre. Hein? Donc, vous voyez donc ici l'espace libre. Pourquoi l'espace libre? Parce que en compatibilité électromagnétique, on verra beaucoup plus donc, le côté rayonné. Hein? C'est-à-dire les systèmes sans fil. Hein? Vous voyez, donc, les systèmes sans fil, elles utilisent donc l'espace libre. Si elles utilisent l'espace libre, ça veut dire qu'elles ont des antennes. Hein. Quand vous voulez, par exemple, faire transmettre un signal d'un émetteur vers un récepteur, vous avez deux façons de le faire. Soit vous utilisez le câblé. D'ailleurs, c'est ce que vous faites aussi avec votre micro-ordinateur quand vous allez au modem. À partir du modem, vous pouvez utiliser le câble directement du modem à votre PC. Donc ça, c'est le câble, la liaison câblée, hein, entre émetteur-récepteur. Hein.
pour recevoir donc les signaux. Et c'est bien, hein, puisque on est, comment dirais-je, protégé par rapport aux parasites du rayonnement. On n'a plus ce problème-là, d'accord? Mais on peut aussi utiliser le rayonné. Le rayonné, c'est-à-dire, vous n'utilisez pas le câble directement, mais si on utilise des rayonnés, vous allez utiliser donc l'antenne de votre modem, d'accord? De votre modulateur. Bien. Alors là, c'est pour vous expliquer ici donc les modes de propagation. Quand on est à l'intérieur d'un guidon, et c'est ce qu'on retrouve dans l'antenne parabolique, donc on a un guidon, là où il y a la tête hyperfréquence, qui se trouve au foyer de la parabole, hein, c'est pour ça qu'elle est un peu large. Donc, on a un guidon, et puis juste après le guidon, pour des raisons de simplicité, etc., et de souplesse, on utilise le câble coaxial, qui n'est pas un guidon, mais heureusement que le câble coaxial, il monte jusqu'à 15 GHz, alors que la télévision, les émissions de télévision par satellite, elles utilisent donc la fréquence 11 GHz, 12 GHz. Voilà, donc le coaxial, il tient jusqu'à 15 GHz, mais à condition que le câble coaxial ne soit pas, n'ait pas une longueur très très grande, parce qu'il a des fuites. Hein. Le meilleur, c'est le guidon. Dans un guidon, il n'y a pas de fuite. L'onde électromagnétique à l'intérieur, elle est piégée puisque c'est du métal et elle ne passe pas à travers un métal. Elle passe à travers un diélectrique, mais jamais sur un métal. D'accord? Donc, vous voyez, les modes qu'on appelle ici, ce sont des modes guidés. Ce sont des modes TEMN, TMMN. M et N sont des indices de mode qui ont un rapport avec le guidon, les dimensions du guidon et la fréquence. D'accord? C'est-à-dire, ils seront activés par rapport à la fréquence d'utilisation et par rapport aussi à la dimension du guidon A et B que vous voyez ici. D'accord? Donc ça, ce sont des modes guidés. Ce sont les modes TEMN, TMMN qui existent obligatoirement dans un guidon. Mais par contre, en espace libre, on n'a pas. Et une chose importante, justement, ces modes guidés, ils évoluent par réflexion sur les parois du guidon. Donc, vous voyez, donc, quand ils passent d'un point A à un point B, donc ils avancent dans la direction de propagation qui est la direction OZ, qui est représentée par le vecteur de pointing P, qui nous montre donc la direction de propagation de l'onde électromagnétique, alors que les autres directions, donc c'est la direction OZ, alors que la direction par exemple X et Y sont réservées, exclusivement, donc on ne mélange pas, au champ électromagnétique. Quand je dis au champ électromagnétique, c'est-à-dire le champ E et le champ H, le champ électrique et le champ magnétique H. Alors, le champ électrique, il peut avoir la direction verticale X, on dira polarisation verticale, ou il peut avoir, dans ce cas-là, c'est le H qui prendra l'horizontale, ou le champ électrique peut avoir la polarisation horizontale, c'est-à-dire OY, et dans ce cas-là, c'est le H qui prendra la verticale. D'accord? Alors, donc, à l'intérieur d'un guidon, ce sont les ondes guidées. Par contre, en espace libre, ce n'est pas des ondes guidées, c'est un mode TE1, transverse électrique magnétique. Alors que ici, on a soit transverse électrique tout seul ou transverse magnétique tout seul. Quand je dis transverse, ça veut dire perpendiculaire à la direction de propagation. D'accord? Donc, ce sont les modes guidés. Et justement, pourquoi on a ici une géométrie, en cornée, c'est pour adapter la sortie des ondes guidées en espace libre pour devenir rapidement et en champ lointain. Et quand je dis en champ lointain, c'est par rapport, loin ou près par rapport à un paramètre. Le paramètre, c'est lambda. Lambda, c'est quoi? C'est la longueur d'onde. La longueur d'onde, donc c'est l'inverse de la fréquence, puisque lambda égale C sur F. C étant la célérité ou la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air. D'accord? Voilà, donc ici, nous allons avoir donc ce qu'on appelle une onde plane. Alors, pour avoir plus de détails de ça, on revient en arrière. Alors, on revient en arrière et ce fascicule-là, vous allez l'avoir. Donc, on explique ici, donc, rappel des notions importantes dans la transmission des signaux électromagnétiques. Alors, les principaux modes de propagation sont, alors, comme je disais tout à l'heure, le mode TE1,
transverse électrique, magnétique. Est-ce que vous voyez le curseur de la souris? Vous voyez le curseur? Oui, monsieur, c'est bon. Ah, eh bien, très bien. Donc, je peux orienter donc mes informations. Alors, donc, transverse électrique. Donc, transverse électrique. Bon, il y a une erreur ici. Normalement, il n'y a pas de transverse ici. Vous voyez, donc, je me suis rendu compte l'année passée, mais j'ai oublié de la corriger. C'est TEM, transverse électrique magnétique. Donc, ce transverse est en trop. Donc, ça veut dire transverse électrique magnétique. Là, il est de trop, ce transverse. Hein. Ou onde plane, puisque transverse, c'est les deux en même temps. Ou onde plane. Donc, vous voyez, donc, le mot TEM ou onde plane. Pourquoi on dit onde plane? Parce que c'est un plan de polarisation X, Y qui avance tout en vibrant. Je vais vous expliquer tout à l'heure. N'ayez aucune crainte, vous allez comprendre ça avec le schéma qui est là. Ça sera plus clair. Donc, c'est une onde plane qui va avancer dans la direction. Donc, c'est une onde plane parce que le champ électrique EX et le champ magnétique EY vont former un plan OXY qui va avancer en vibrant pour le champ électrique dans la direction X rouge et pour le champ magnétique dans la direction EY, la courbe en bleu ou en vert, je ne sais plus. Et il va avancer donc tout en vibrant comme ça et aussi comme ça pour le champ magnétique, il avance dans la direction de propagation OZ qui est donc représenté par le vecteur de pointing P. Vous voyez, donc on a trois vecteurs importants. Le vecteur champ électrique, le vecteur champ magnétique et le vecteur P qui est le vecteur de pointing. Et il y a une formule qui est très importante à connaître, même vous êtes en instrumentation, il est important de la connaître, hein, parce qu'en instrumentation, vous pouvez avoir affaire à des instruments micro-ondes ou des instruments hyperfréquences. D'accord? Vous voyez, c'est la règle des trois doigts de la main droite, donc ce produit vectoriel, E vectoriel H égale P. Et vous avez vu en mathématiques que la direction du vecteur P, c'est une direction qui est perpendiculaire au plan formé par E et H. Et vous voyez, donc cette formule est très très importante, puisque regardez ici, on a, ça c'est le côté émetteur. Donc quand vous avez dans une liaison, vous avez un émetteur et un récepteur. L'émetteur c'est quoi? L'émetteur, vous lui donnez l'alimentation, vous lui donnez de l'énergie. C'est quoi cette énergie? Et vous savez très bien, une énergie, c'est soit une tension ou un courant. Et je sais, vous avez dû apprendre en électromagnétisme, alors même si vous ne l'avez pas su, donc je vous le rappelle, que au champ électrique correspond une tension. On dit que le champ dérive du potentiel. Et ça, vous l'avez appris aussi quand vous avez fait les semi-conducteurs. Rappelez-vous la barrière de potentiel, VP, qui correspond au champ EP. Donc la barrière de potentiel qui est formée donc par les ions fixes hein, dans la région P et dans la région 1. Donc les ions fixes, E+, et E-, forment un champ électrique et ce champ électrique forme une barrière de potentiel. Donc vous voyez, au champ électrique correspond une tension et au champ magnétique correspond un courant. D'accord? Ouais, donc ça c'est l'alimentation en courant en tension, mais on ne parle plus de courant et de tension parce que nous sommes dans les hautes fréquences. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est très très important. Je vais le dire donc tout de suite. Donc j'ouvre une grande parenthèse. Hein. Alors attention, il y a une chose qui est très importante. Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez la différence entre les hautes fréquences, les hyperfréquences et les basses fréquences? C'est une question très très importante que vous devez connaître. Hein. Même si vous n'êtes pas en télécommunication, en instrumentation. Quelle est la différence entre les basses fréquences et les hautes fréquences? Vous allez me dire, oui, monsieur, les basses fréquences, c'est parce que la fréquence est faible. Les hautes fréquences et les hyperfréquences. Quand on dit hyperfréquence ou micro-ondes, c'est la même chose. Parce que lambda, la longueur d'onde, égale C sur F. F est au dénominateur. Donc, vous voyez, donc, la fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde.
Donc, quand la fréquence est très élevée, la longueur d'onde est faible. C'est pour ça qu'on dit hyperfréquence correspond à micro-ondes. Votre four micro-ondes, par exemple, le four micro-ondes, il travaille en hyperfréquence. On dit micro-ondes parce que la longueur d'onde est faible. Quand la fréquence est très élevée, hyperfréquence, la longueur d'onde est très faible, micro-ondes. D'accord? Donc, dire micro-ondes ou hyperfréquence, c'est le même domaine fréquentiel. Alors, quelle est la différence? Il y a une grande différence de taille très, très, très importante. Hein. Je suis toujours dans la parenthèse. Hein. C'est quoi la différence entre les basses fréquences et les hyperfréquences? Eh bien, regardez. Les basses fréquences, vous les connaissez très, très bien. Hein, parce que depuis la première année universitaire, vous avez beaucoup utilisé les basses fréquences. La preuve en est, vous avez travaillé avec V de T, I de T. Le courant I de T, en régime variable sinusoïdal, et la tension V de T et le courant I de T. Donc la variable, c'est uniquement le temps. Et donc une seule période, grand T. Hein, grand T, et la fréquence est égale à 1 sur T. Donc l'unité Hertz, c'est l'inverse de la seconde. Vous voyez. Et vous avez utilisé comme outil mathématique la loi d'Ohm. Donc les basses fréquences, c'est un domaine assez simple. Les hautes fréquences et les hyperfréquences, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que quand la fréquence est élevée, la longueur d'onde devient petite. Et quand la longueur d'onde devient petite, elle devient importante. Pourquoi? Parce que en électromagnétisme, quand on fait donc la transmission des signaux, donc si vous voulez, en basse fréquence, bon, pour que vous compreniez, voilà, s'il y avait un dommage on n'a pas devant soi un tableau, si vous voulez, avec un tableau, ça aurait été beaucoup plus clair. Je reviens un petit peu en arrière. Quand vous faites, il y a une formule qui est très importante. Vous voyez, donc cette formule-là, il y a une formule que je n'ai pas écrite ici. C'est la formule dont je parle depuis tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas ici. Donc j'avais un document où j'expliquais ça. Il était écrit à la main, mais je n'ai pas aujourd'hui en présence devant moi. Peut-être que la prochaine fois, je vais revenir sur ça. Alors quand vous avez lambda égale C sur F. Alors, nous allons prendre deux exemples pour que vous compreniez un petit peu la différence entre les basses fréquences et les hautes fréquences. Nous allons prendre un exemple en basse fréquence. Si, par exemple, vous avez F qui est égal, bon, on a C qui est égal à 3, 10 puissance 8, hein, 300 000, 3 10 puissance 8, donc 300 000, 3 10 puissance 8, 300 000 km à la seconde. Hein. Donc 300 000 km à la seconde, donc si on travaille en mètres, ça nous fait 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Si on prend par exemple une fréquence qui est égale à, par exemple, je prends l'exemple de 3 kHz. 3 kHz, ça nous fait combien? Ça nous fait 3, 10 puissance 3. Alors si on simplifie 3 et 3, donc ça nous fait 1. 10 puissance 8 et 10 puissance 3, ça nous fait 10 puissance 5. Et 10 puissance 5 en mètres, lambda est exprimé en mètres, 10 puissance 5, ça nous fait combien? Ça nous fait 100 km. Ça veut dire que lambda est égal à 100 km. Et lambda c'est une longueur d'onde. Qu'est-ce que ça veut dire longueur d'onde? Ça veut dire c'est une période spatiale. Donc lambda est une période dans l'espace, comme grand T est une période dans le temps. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple un fil de 1 mètre, par exemple un câble coaxial, le fameux câble que vous utilisez pour les antennes, de 1 mètre, et que vous essayez de voir les variations dans ce câble. Les variations peuvent être par rapport au temps, quand il y a par exemple l'onde qui parcourt ce câble-là. Donc ce sont des variations par rapport au temps, puisque l'onde, elle évolue dans le temps, et aussi dans l'espace, puisque l'onde, elle est dirigée dans la direction OZ, dans la direction de propagation. Donc l'onde, à un point,
à une position donnée, à une autre position, c'est pas la même chose. Elle a des maxima et des minima. Hein? C'est une onde sinusoïdale, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va avoir deux variables que vous connaissez bien quand vous avez vu l'électromagnétisme, puisque vous avez vu dans la fameuse formule d'une onde électromagnétique, c'est-à-dire E, le champ électromagnétique, comme le champ magnétique d'ailleurs, E qui est égal, bien sûr pour une onde plane, hein, je ne parle pas pour le moment des ondes guidées, hein. E égale E0 exponentielle moins gamma Z, vous voyez Z, c'est la variable dans l'espace. Donc E égale E0 exponentielle moins gamma Z exponentielle J oméga T. Exponentielle J oméga T, T c'est la variable dans le temps. Et gamma c'est égal à alpha plus J bêta, parce que gamma c'est la constante de propagation. Donc, vous voyez, donc cette fameuse formule, le champ magnétique c'est la même chose. On change uniquement H0. H égale H0 exponentielle moins gamma Z multiplié par exponentielle J oméga T. Donc vous voyez, on a deux variables. La variable temporelle T et la variable spatiale Z. Alors, nous allons revenir un petit peu aux deux domaines, les basses fréquences et les hautes fréquences ou les hyperfréquences. Donc les basses fréquences, on a trouvé, quand on a pris 3 kHz, on a trouvé que lambda est égal à 100 km. 100 km, ça veut dire quoi? Ça veut dire mon fil de 1 mètre en laboratoire d'antenne, si je dois utiliser les variations par rapport à une période temporelle, ok, il n'y a pas de problème. Mais par rapport, en basse fréquence, hein, mais par rapport à l'espace, mon fil de 1 mètre, c'est un point par rapport à cette longueur d'onde qui est égale à 100 km. Donc, la variation spatiale est négligeable. Elle n'a aucun sens en basse fréquence. C'est la raison pour laquelle, quand vous étiez en première année, deuxième année, vous avez utilisé uniquement les basses fréquences et pour considérer le courant et la tension, vous avez écrit V de T, I de T. Mais quand on se trouve maintenant en haute fréquence et en hyperfréquence, alors je vais prendre un exemple. Au lieu de prendre 3 kHz, je vais prendre 3 GHz. Le gigahertz, c'est 10 puissance 9 Hz. D'accord? Donc 3 10 puissance 9. 3 GHz, c'est 3 10 puissance 9 Hz. Alors, je vais faire le rapport pour chercher lambda. Donc 3 10 puissance 8 divisé par 3 10 puissance 9. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 3 simplifié. Alors 10 puissance 8 en haut, 10 puissance 9 en haut, ça nous fait 10 puissance moins 1. Alors 10 puissance moins 1 pour 3 gigas, ça nous donne quoi? Ça nous donne 0,1 mètre. 0,1 mètre, ça fait 100 cm. Vous voyez, 100 cm, c'est à considérer. Hein? 100 cm par rapport à mon fil qui a 3 mètres en laboratoire, la longueur d'onde n'est plus négligeable. C'est pour ça que en hyperfréquence, en haute fréquence, vous avez les deux variables, Z et T. C'est pour ça que le champ électromagnétique, on écrit E égale E0 exponentielle moins gamma. Z, gamma, c'est la constante de propagation. Donc, moins gamma, Z. On fait apparaître la variable espace. Et exponentielle J oméga T. Dès lors où on a fait apparaître ces deux variables, Z et T, il y a quelqu'un qui... Bon, je continue. Dès lors où on a fait apparaître donc, ces deux variables, donc on a les deux longueurs d'onde. La longueur d'onde lambda pour l'espace, qui est la période spatiale, et donc la période spatiale lambda, qui est la longueur d'onde, et la période temporelle T. Alors, mais attention ici, l'outil à utiliser, on ne peut plus utiliser la loi d'onde, c'est terminé. On utilise un outil que vous connaissez très bien, que vous avez dû voir quand vous avez fait l'électromagnétisme, qui est important, puisqu'on a maintenant des aspects vectoriels, ce sont les équations de Maxwell. Vous voyez, je récapitule. Basse fréquence, une seule période, T, V de T, I de T, concept de courant et tension, V de T, I de T, une seule période T, et on utilise la loi d'Ohm. Les hautes fréquences ou les hyperfréquences, donc les micro-ondes, on a donc deux variables, la variable spatiale Z et la variable temporelle T. Donc on a les deux périodes, la période spatiale qui est lambda, la longueur d'onde, et la période temporelle qui est T, qui est grand T. Et
L'outil mathématique qu'on utilise, ce sont les équations de Maxwell. Et on a un aspect vectoriel. Et au lieu de travailler avec le concept de tension et de courant, on travaille avec le concept d'onde. Donc on a le champ électrique, le champ magnétique, et on travaille avec le concept d'onde. Donc voilà. Je vais revenir un petit peu tout à fait au début. Donc il est quelle heure maintenant? Il nous reste un quart d'heure. Donc voilà, donc je reviens un petit peu à ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc alors. Monsieur, Oui. ما فهمتش exact la différence بين هذيك haute fréquence و كي تكون صغيرة. Donc vous n'avez pas compris là. Sauf, c'est pas grave. Bon, je vous avais dit, je vais la prochaine fois, Inch'Allah, la semaine prochaine, je vais préparer donc un document. Vous n'avez pas compris parce que je suis en train de vous expliquer ça sans vous montrer à l'écran. C'est un peu difficile. Donc je vais préparer un document que je vais faire apparaître à l'écran et ça sera plus facile. Parce que vous voyez, là, j'ai pas le tableau devant moi, donc le fait que je n'ai pas de tableau, parce que c'est uniquement tout à fait au début, hein, c'est les premières explications, parce que tout le reste, quand je donnerai des explications, j'aurai toujours donc devant moi, j'aurai devant vous, c'est par rapport à ce qui est présenté à l'écran. Hein. Là, j'ai omis, j'ai pas pensé à l'explication donc des basses fréquences et des hautes fréquences, donc c'est pour ça que vous n'arrivez pas tellement à comprendre. Et surtout, c'est pas méchant, c'est tout à fait normal. Je comprends parce que c'est de par votre spécialité. Hein, vous êtes en instrumentation. Oui, quelle est votre question? Oui. واش كما تكون لا فريكونس كبيره لا ديستونس اللي نقدروا نترونسميها تكون صغيره لانفورماسيون. Non, quand la fréquence est élevée, la distance. Non, attention, lambda, c'est pas la distance du nom. Lambda, c'est une période. Hein? La longueur d'onde année, c'est pas la distance. Faut pas, même quand je dis mètre, hein, c'est une période dans l'espace, c'est en mètres. Grand T, c'est la période temporelle, en secondes. Vous voyez? لاندا كي تكون هي نحسبوها لونتان زعما لاندا تكون دي متر معناتها يلزمنا لونتان يكون دي متر. Voilà. Là, vous avez raison. Lambda a un rapport avec les dimensions de l'antenne. C'est-à-dire, regardez, c'est correct ce que vous avez dit. Quand on a un signal à transmettre, vous êtes d'accord avec moi, la chose la plus importante d'un signal, c'est la fréquence. Quand vous voulez écouter le Bahja Matel, vous allez dans votre poste radio, vous allez rechercher la fréquence d'un Bahja. D'accord? Alors, le Bahja aura une certaine fréquence, par exemple 100 MHz, etc. 100 MHz, alors le Bahja, pour vous faire arriver ce signal, elle doit utiliser une antenne. Alors, comment elle va faire le Bahja? Eh bien, elle va revenir à la longueur d'onde. La longueur, comment elle revient à la longueur d'onde? C'est assez simple. Lambda égale C sur F. C, c'est une constante. C'est la célérité, 3 10 puissance 8. Hein? Donc, C sur F, on connaît F et on tire lambda. Ou avec le lambda, sa dimension aura un rapport avec la dimension de l'antenne. Mais à ne pas confondre, souvent les étudiants, ils font de la confusion. Ne pas confondre, quand je dis lambda en mètre, ce n'est pas la position de l'onde. Hein? Non. La position de l'onde, c'est en coordonnées sphériques, c'est le R. C'est la distance émetteur-récepteur. Par exemple, l'onde, elle va parcourir une distance entre, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Les hyperfréquences. Par exemple, la télévision par satellite. Vous savez, le satellite est à quelle distance? 36 000 km. Hein? 36 000 km, donc vous voyez, c'est la distance que parcourt l'onde. Alors que lambda, elle est égale à quoi? Et on avait dit, donc la fréquence utilisée par la télévision satellite, c'est 1 giga ou 12 gigas. Si vous faites le calcul, lambda égale C sur F, vous allez trouver lambda de l'ordre du centimètre. C'est une période. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Ça ne fait rien. Il nous reste une dizaine de minutes. Le document, vous avez remarqué, c'est pour ça que je vous ai dit la prochaine fois de revenir. Hein. Je ne fais que commencer. Hein. Vous ne savez rien, je suis à votre écoute. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, monsieur. Voilà. Donc voilà, la prochaine fois, je vais essayer de faire apparaître, de préparer, si vous voulez, un document qui va expliquer bien, qui va vous expliquer la différence entre les basses fréquences et
les hautes fréquences ou les hyperfréquences. D'accord? Mais là, aujourd'hui, ce document que je vous ai préparé, c'est pour vous expliquer qu'il y a les modes qui sont importants, le mode qu'on utilise dans les antennes, et on dit que c'est une onde plane parce que c'est ce plan de polarisation qui va se déplacer dans la direction OZ, hein, tout en vibrant. Qu'est-ce qui va vibrer? Le champ électrique sinusoïdal, il va vibrer dans la direction X. Par exemple, vous voyez, on peut dire que c'est une polarisation. Le mot polarisation, vous l'entendez quand vous essayez d'avoir des chaînes de télévision par satellite. Les chaînes qui émettent en polarisation verticale, c'est le cas maintenant, le X qui est vertical, le champ électrique. Hein. Et le champ électrique, donc ça veut dire le champ magnétique, il a la direction horizontale. Hein. Et on peut permuter. Si on permute, ça veut dire que le champ électrique, il aura la polarisation. La polarisation, c'est-à-dire la direction horizontale. D'accord? Tout en vibrant, par exemple, regardez, le champ électrique, il vibre comme ça. Le champ magnétique, il vibre comme ça. Et l'onde, elle avance. Elle avance suivant. Ça, c'est le fameux mode TE1 transverse électrique-magnétique. Ça veut dire que le champ électrique, vous le voyez ici, le champ électrique est perpendiculaire. Vous voyez, il vibre comme ça. Il vibre de façon perpendiculaire à OZ. Et le champ magnétique aussi, il vibre de façon perpendiculaire à OZ. Les deux, simultanément, ils sont perpendiculaires à la direction OZ. C'est pour ça qu'on dit transverse. Transverse électrique, transverse, ça veut dire perpendiculaire en quelque sorte. Hein, électrique, magnétique. Ça, c'est l'onde plane que nous allons retrouver, on va retrouver ça dans le cours de compatibilité électromagnétique, dans le cas des signaux rayonnés. Hein, dans le cas rayonné, pas dans le cas câblé. Hein. Dans le cas câblé, ces modes-là, si c'est des guides d'onde, hein, parce que le guide d'onde, c'est un câblage. Hein, enfin, c'est pas un câblage, c'est une liaison qui n'est pas en espace libre, hein, parce qu'il y a le câble et le guide d'onde. La différence entre le câble et le guide d'onde, c'est que dans un guide d'onde, comme la fibre optique, c'est un guide d'onde. Hein, l'onde, elle se propage par réflexion sur les parois. Comme dans la fibre optique, l'onde, elle se réfléchit sur le verre. Alors que dans un câble coaxial, ou en espace libre, il n'y a pas de réflexion. Le câble coaxial, c'est le mode TEM, c'est la même chose. Hein. Il n'y a pas de réflexion. Dans le câble coaxial, l'onde, elle est... Dans le câble coaxial, l'onde, regardez, dans le câble coaxial, le câble d'antenne que vous connaissez, hein, l'onde, elle est guidée par le fameux conducteur en cuivre qui est à l'intérieur du câble. Parce que le câble coaxial, il est formé donc du conducteur central et de la feuille d'aluminium qui est à l'extérieur, qui fait le blindage, mais le blindage qui n'est pas costaud. Et quand on dépasse la fréquence 15 GHz, là, ça ne tient plus. C'est pour ça qu'on utilise des guidons. Donc, le conducteur central, il permet de guider l'onde en ligne droite dans la direction OZ. Même si on le tourne le câble, etc., c'est toujours la direction perpendiculaire à la section du câble. Hein? C'est un câble, ce n'est pas un guide. Hein? D'accord? Donc voilà. Donc la différence, donc, ça, ce sont les modes guidés. Et ici, en espace libre, c'est l'onde plane qu'on va retrouver donc dans le cours CE1. Mais ces modes-là, pas tellement. Mais pourquoi je vais vous en parler? C'est que pour que vous compreniez un petit peu, pour que vous voyez la différence. La différence très importante entre ces modes qui existent dans un guide d'onde, sans vous entrer trop de détails, parce que le détail, on le donne dans un cours de master télécom. D'accord? Mais c'est bien d'avoir une idée. Hein? Et ce mode TM qui est assez simple. Hein? D'accord? Alors, l'explication, ici, elle commence par l'explication des fameux modes. Non, elle commence ici par l'explication de l'onde plane, ici, vous voyez. Donc, je vais essayer de lire ici rapidement. Alors, ce mode est utilisé dans le câble coaxial et en espace libre, antenne. Le câble coaxial, pourquoi? Parce que l'onde ne se réfléchit pas, elle est guidée par le fameux conducteur en cuivre qui est à l'intérieur du câble et qui prend la direction OZ, puisque c'est lui qui donne la direction entre l'émetteur et le récepteur, puisque le câble, il va lier les deux, d'accord? Ce mode est caractérisé par le fait que le champ électrique et le champ magnétique n'ont pas de composante longitudinale. Longitudinale, c'est-à-dire la direction de propagation OZ. EZ égale 0 et AZ. Et les autres sont perpendiculaires, on dit transversales. Le vecteur de Poynting, c'est le fameux vecteur P qui est là, qui représente donc le
la direction de propagation de l'onde, c'est-à-dire OZ, dans le cas de l'onde plane. Le vecteur de pointing, densité de puissance, est dirigé suivant la direction de propagation OZ, ou R en coordonnées sphériques. R, par exemple, pourquoi R en coordonnées sphériques? R, c'est la direction qui relie l'émetteur et le récepteur. Donc, nous avons cette variable-là, R, et la direction et les fameuses variables θ et φ. Alors, les θ et φ, c'est les fameux angles que vous utilisez quand vous réglez votre parabole sur un satellite. Vous avez vu quand vous réglez votre parabole à la Terre sur un satellite, vous la tournez d'abord dans la direction. Est-ce que le satellite se trouve au nord, au sud, à l'est, ou l'ouest? Donc vous tournez, et puis c'est pas, dès que vous avez trouvé la direction où se trouve le satellite, donc vous avez trouvé la direction phi, c'est pas terminé, il reste à régler la direction θ, c'est-à-dire élever la parabole vers le ciel selon un certain angle θ, qu'on appelle l'angle de site ou l'angle d'élévation, alors que phi c'est l'angle de direction. Vous voyez. Bon, il reste 4 minutes, je préfère la réserver à des questions de quelle que soit Bon, il y a des choses que je n'ai pas dites, je vais le dire tout de suite, je ne l'ai pas dit au début. Donc, vous voyez, ça, c'est un cours de découverte. Donc, beaucoup plus. Donc, c'est un cours assez physique, vous allez voir. Hein, et vous savez, donc, un cours de découverte, il n'y a pas de télé. Un cours de découverte, et actuellement, de nos jours, avec ce qui nous est arrivé avec le Covid, même si les autres examens ont lieu en présentiel, le cours de découverte, il reste toujours, sauf s'il y a un changement de dernière minute, il reste toujours donc, comme il a été décidé, ça fait maintenant, je ne sais pas, 2 années, c'est-à-dire une sorte de, comment dirais-je, à distance, l'examen aura lieu à distance, c'est-à-dire on va vous envoyer un questionnaire et vous allez répondre sur ce questionnaire-là, mais quand le moment arrivé, je vous expliquerai un petit peu comment nous ferons l'examen, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas de rattrapage. Il n'y aura pas de rattrapage, donc vous savez un petit peu comment organiser en quelque sorte, comment est organisée la matière quand c'est une matière de découverte. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Monsieur, oui. Les examens, كيفاش يكونوا؟ Et c'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous aurez un seul examen, donc le moment arrivé, puisque ce sera un examen de découverte. Donc, présentiel ou en ligne? Non, il n'y aura pas de actuellement, on ne fait pas le présentiel pour les examens de découverte. Non, même pas en ligne, ce ne sera pas en ligne. Vous allez avoir, c'est comme si, vous savez, quand on vous donne un mini-projet, on vous donne donc un questionnaire, on vous donne un cahier des charges, on vous dit essayez de poser ce problème et vous remettez ça après 2 jours, 3 jours, etc. C'est un petit peu ce style-là. Mais ce n'est pas un mini-projet. Vous allez avoir un questionnaire, je vais vous envoyer un questionnaire, vous aurez 3 jours, 4 jours, 5 jours, on verra bien. Et vous allez essayer de répondre. Bien sûr, vous allez avoir la documentation. Mais ce qui est important, c'est la façon dont vous allez répondre aux questions. La documentation, vous allez l'avoir, hein, parce qu'il n'y a pas de surveillance. D'accord? Et attention, le travail doit être personnel. C'est-à-dire, si je remarque par exemple que des réponses sont similaires à 100%, là c'est évident qu'il y a problème. Il y a problème, c'est-à-dire les 2 copies seront sanctionnées. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir la documentation et les questions qui seront posées, c'est des questions qui ont rapport avec ce que je vous enseigne pendant ce semestre. Donc, ça veut dire que ça ne fait rien, même si quelqu'un est absent. Il n'y a pas de problème, mais il rattrape le cours. Mais à la rigueur, au moins, qui sait ce qui a été enseigné en cours. Voilà, c'est ça qui est important. Vous voyez, donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, vous voyez, donc, s'il n'y a pas de questions, je résume un petit peu, peut-être pour ceux qui sont arrivés en retard. Ce cours est organisé de la façon suivante. Alors,
Aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est une introduction au cours. La prochaine fois, Inch'Allah, je continue sur les rappels. Donc, en particulier, une notion qui est très importante que vous devez connaître, et c'est un rappel normalement par rapport à ce que vous avez vu en électromagnétisme, mais je vais essayer de vous expliquer. Même si vous ne comprenez pas, ça ne fait rien, vous me posez des questions. C'est l'onde plane, c'est ce fameux mode TE1. Nous l'utiliserons dans le cas rayonné pour la compatibilité électromagnétique. Hein? Parce que dans le fascicule, il n'est pas expliqué. Hein? Moi, je préfère revenir en arrière et vous expliquer ça. Je ne dirais pas en détail, puisque l'aspect mathématique, je vais le négliger, mais surtout l'aspect physique. Il faut que vous compreniez l'aspect physique pour que vous puissiez comprendre le cas qui est très important dans le rayonné. Parce que en C1, c'est plus le côté rayonné qui est important par rapport à l'autre côté. D'accord? Donc, rappel. Et puis, juste après, on va commencer par étudier donc, ce fascicule-là. Entrer carrément page par page ensemble et essayer de résumer toutes les informations qui sont importantes qui sont ici. Et l'examen, elle va porter par rapport à tout ce que nous verrons. Donc, bien sûr, vous allez avoir aussi des documents complémentaires que je vais vous envoyer avant d'expliquer. Donc voilà, je termine, je vais laisser encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai terminé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, monsieur. Ok, donc je vous donne le rendez-vous, Inch'Allah, à la semaine prochaine. Ok, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée. Il n'y a pas de quoi. À vous aussi. صح، bon courage. Salut.